C'est elle qu'on va appeler. Donc, c'est-à-dire que le ou la travailleuse du sexe peut vendre des services sexuels, mais une personne ne peut pas acheter des services sexuels. Donc, si une personne qui achète des services sexuels se fait prendre en flagrant délit, on va dire, d'échanger de l'argent pour un service sexuel, bien, cette personne-là peut se faire criminaliser, peut payer des amendes, aller en prison, etc. Donc, dans le cas d'une personne en situation de handicap qui voudrait peut-être avoir recours au service d'un ou d'une travailleuse du sexe, ben cette personne-là se met à risque, en fait, de peut-être avoir des conséquences criminalisantes à ça. Donc, ça, c'est d'une part. Puis, d'une autre part aussi, il y a de plus en plus ce qu'on appelle, c'est ça, donc l'assistance sexuelle, donc une espèce de parcours de profession où tu peux devenir assistant sexuel, mais tu n'es pas travailleuse du sexe, et tu peux faire que des actes autour de la sexualité, mais pas un acte sexuel en tant que tel. Donc, par exemple, préparer une personne en situation de handicap à s'habiller pour une date, peut-être la transférer dans son lit parce qu'il y a une travailleuse du sexe qui s'en vient, puis la personne veut déjà être dans son lit quand la personne arrive, lui donner de l'éducation, l'accompagner à ses rendez-vous avec un travailleur du sexe. Donc, tout ça, tout ce qui entoure l'acte sexuel, bien, ça pourrait être fait par cette personne-là qui a suivi une profession, une formation pour devenir assistant sexuel. Ici, nous, au Canada, on n'a pas ça du tout. C'est un modèle qu'il y a surtout en France et en Suisse et un peu en Italie en ce moment. Puis c'est vraiment des formations au privé d'environ 1 an où les personnes apprennent c'est quoi les différentes conditions médicales qui peuvent mener à des incapacités, comment faire des transferts de manière sécuritaire. Ils apprennent aussi les fondements de base de l'éducation à la sexualité. Puis après ça, ben, il y a comme un réseau de référencement à l'interne là, en France, en Suisse, puis les gens peuvent les contacter pour avoir accès à leurs services. Mais ici, au Québec, ce n'est pas quelque chose qu'on a en ce moment. Il y a un projet Est-ce que c'est discuté? Oui, ben c'est ça. Il y a un projet qui s'est fait là, de recherche sur l'acceptabilité de l'assistance sexuelle au Québec. Souvent, moi, ce que je déplore, c'est que les conversations ne se font pas en parallèle avec la décriminalisation du sexe. Puis pour moi, c'est vraiment important. Ces 2 conversations-là doivent arriver en même temps. Puis Stella, entre autres, est un organisme ici à Montréal là, qui fait beaucoup de travail en ce sens-là, qui a donné une conférence là-dessus. Donc, si vous voulez des ressources, c'est une des bonnes portes d'entrée. Donc, on le disait, il y a trop peu de connaissances sur le sujet, mais il y a quand même quelques recherches qui ont été faites. Tu as fait une revue de la littérature scientifique. Qu'est-ce qu'on sait en ce moment des principaux obstacles à une sexualité épanouie pour les personnes en situation de handicap? Oui, je dirais que quand on parle de sexualité, de handicap, il y a comme 3 sphères principales où il va y avoir des obstacles ou des facilitateurs. Il y a la sphère sociale, la sphère personnelle, puis la sphère des pratiques. Puis je dirais qu'au-dessus de ça, il y a le facteur principal qui affecte la vie sexuelle des gens, puis c'est la stigmatisation. La stigmatisation sexuelle, puis le capacitisme sexuel. Fait que le capacitisme, c'est vraiment ce système de pression-là où les personnes qui ont des incapacités ou des handicaps sont défavorisées de manière systématiquement en société ou sont discriminées, notamment au niveau de l'emploi, au niveau des études, au niveau du logement, etc. Donc ça, c'est le capacitisme. Le capacitisme sexuel, c'est le même principe, mais appliqué au niveau de la sexualité. Donc, pas avoir accès aux mêmes opportunités de dating, par exemple, pas avoir accès à justement l'assistance sexuelle, au travail sexuel, à des aides techniques, etc. Ça, c'est vraiment de l'ordre du capacitisme sexuel. Puis tout ça provient de fausses croyances puis de stéréotypes que parce que tu es handicapé, ben, tu n'as pas de besoin sexuel ou tu n'as pas de désir sexuel ou même à la limite, tu n'es pas désirable. Tu n'es pas une personne qui serait désirable avec qui on voudrait avoir du sexe. Puis dans ce que je remarque dans ma propre vie à moi, parce que moi aussi, je suis une personne en situation de handicap, là, mais c'est invisible, puis ce que je remarque dans la vie de mes collègues, de mes pairs, puis dans la recherche qui se fait en ce moment, c'est que c'est vraiment le facteur qui affecte le plus. Parce qu'après aussi, les gens vont intérioriser ce stéréotype-là, ces croyances-là. Donc, ça va affecter leur estime personnelle, ça va affecter leur sentiment de désirabilité, leur sentiment qu'ils vont pouvoir trouver un ou une partenaire ou même juste un hook-up pour avoir une sexualité. Puis après ça, bien, ça affecte aussi les services. Fait qu'il y a beaucoup de professionnels en réadaptation, en sexologie même, qui ont ces croyances-là et qui ne vont pas offrir les services dont les personnes ont besoin parce qu'ils disent « Ah, ben c'est pas une priorité. On va parler du travail en premier, on va parler de l'école, mais le sexe est toujours relégué à la fin de la liste, puis on n'en parle pas. » Il y a un tabou un peu aussi autour de la sexualité. Ben moi, je juge que oui, là, en société. Là, dans nos milieux à nous, puis ce soir, on en parle, on est full décomplexé, mais on se rend compte qu'à l'extérieur de cette bulle-là,
c'est vraiment encore un gros tabou. Il y a l'environnement familial aussi? Oui, c'est ça. Fait qu'au niveau de la sphère sociale, il y a l'environnement familial qui va peut-être reproduire ce stéréotype-là auprès de la personne, qui va reproduire ces croyances-là. Mais il y a aussi, au niveau de la sphère sociale, les partenaires aussi qui jouent pour beaucoup sur la sexualité d'une personne en situation de handicap. Ça peut jouer d'un bord comme de l'autre. Donc, si on tombe sur une personne qui est super ouverte d'esprit, que ça ne lui dérange pas d'explorer, d'aller voir d'autres façons de faire, puis d'aller de l'avant, bien, ça peut être super facilitateur puis hyper positif pour la personne. Mais si on tombe sur un partenaire qui est plutôt hyper rigide, qui a des préconçus aussi, puis peut-être même qui va fétichiser la personne, bien là, ça peut tomber dans des aspects plus négatifs pour la sexualité et le handicap. Autre chose aussi au niveau de la sphère sociale, il y a vraiment toute la représentation qu'on voit dans les médias, dans la littérature. Le manque de représentation? Ben c'est ça. Fait que c'est comme le manque, l'absence, ou des fois, il y a de la représentation, mais c'est pas la représentation qu'on veut. Des fois, c'est une représentation hyper stéréotypée, un peu tout croche, qui fait juste reproduire des schèmes négatifs qu'on essaie de se départir. Fait qu'il y a tous ces enjeux-là aussi. Puis aussi, une autre chose qui est quand même intéressante à penser, c'est la présence de personnel de soins à domicile. Donc, souvent, une personne qui a des handicaps physiques va avoir toute une routine de soins le matin qui va requérir la présence d'une autre personne qui est payée pour donner ces soins-là. Et là, ça fait en sorte qu'il y a une troisième personne à la maison de manière continue. Puis là, ben, toi, tu veux peut-être avoir une partie de jambe en l'air avec ta partenaire en plein milieu de l'après-midi, mais il faut comme que tu te coordonnes avec la personne qui est là. Il faut que tu aies la conversation aussi avec cette personne-là, que cette personne-là soit consentante à peut-être être dans la chambre à côté, puis à vaquer à ses occupations, etc. Donc, il y a ça aussi comme couche supplémentaire. Et qu'est-ce qu'on sait en fait dans la revue scientifique, dans la littérature scientifique sur, à l'opposé du spectre, qu'est-ce qui fonctionne pour faciliter la vie sexuelle? Je dirais que, selon ce que j'ai lu, mais selon mon expérience personnelle aussi, là, les deux gros facilitateurs, les meilleurs amis, là, je dirais, c'est le temps puis l'exploration. Fait que le temps, dans le sens de se donner le temps, de faire des erreurs, de vivre ça, mais aussi juste donner le temps de passer à travers d'un processus d'exploration avec soi-même, d'acceptation de soi. Souvent, les gens aussi ils parlent quand ils ont eu un accident de la route, par exemple, qui ont une blessure médulaire. C'est pas tout de suite que ça va se reprendre, la sexualité. Ça va prendre un petit peu de temps, puis c'est normal. Donc, d'être patient, puis de prendre ce temps-là aussi. Puis vraiment, l'autre notion, c'est vraiment l'exploration. De vraiment se donner l'autorisation d'explorer des pratiques sexuelles à l'extérieur du schème normatif, de se libérer de ça, ces schèmes normatifs-là aussi, puis de se permettre d'aller voir d'autres pratiques, d'autres choses, des pratiques alternatives. Le kink, le BDSM, entre autres, c'est un sujet qui revient souvent en lien avec la sexualité et le handicap parce que, justement, ça permet d'aller explorer autre chose que le script usuel de pénis dans le vagin, bang, bang, c'est fini, tu sais. Donc, de vraiment se permettre d'aller chercher ailleurs, puis surtout de se laisser l'espace à l'erreur. Je pense que souvent, c'est frustrant. Là. On a envie d'avoir une sexualité qui fait du bien, qui est plaisante, mais ça passe par un processus d'essai à erreur, puis c'est normal. Tout le monde passe au travers de ça. Fait que de ne pas se décourager. S'il y a quelque chose qu'on essaie et ça ne fonctionne pas, ben on réessaie d'autres choses, puis on trouve une autre façon de s'adapter. On ajuste la routine, qu'importe ce qu'on a besoin. Puis de continuellement essayer, je pense que c'est une autre clé du succès aussi. Parlons de ta recherche oui. Maintenant, qui est en cours. En fait, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de en quoi ça consiste, le format, parce que tu aimes beaucoup la recherche participative. Oui. Tu en as déjà fait et c'est l'option que tu as choisie aussi. Qui sont les acteurs réunis autour de la table, les personnes? Oui. Fait que quand on parle de recherche-action participative, c'est une recherche où vraiment les participants sont impliqués beaucoup, beaucoup plus que d'autres types de recherches. Fait que, au lieu d'avoir juste une entrevue, souvent la recherche, c'est ça, là, on donne une entrevue, on répond à un questionnaire. Le chercheur a les données, fait des analyses qu'on ne comprend pas vraiment avec ces données-là. Il y a un article qui est publié, puis on ne sait plus trop ce qui s'est arrivé avec ça. Donc, à la place de faire ça, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ça, c'est être en collaboration avec les personnes concernées, les organismes communautaires. Fait que dans le projet Sans Tabou, on est en collaboration avec la FQPN puis Execo, qui sont deux organismes ici à Montréal. Puis on a aussi sur l'équipe de recherche des personnes qui ont un handicap physique qui sont concernées par le sujet, puis qui sont là à titre de chercheurs comme moi au doctorat, puis mes superviseurs. FQPN, c'est la Fédération québécoise du planning familial, c'est ça? Planning des naissances. Le planning des naissances. Oui, exactement. Puis la FQPN, c'est comme un des seuls organismes au Québec en ce moment qui a un dossier exclusivement sur la sexualité et le handicap qui s'appelle le dossier Access Plus.
Puis ils ont plusieurs ressources là. Puis c'est ça. Puis le projet en tant que tel, donc, c'est un projet qu'on dit de photo-voix. Donc, à la place, c'est ça, de faire une entrevue avec une personne, bien, ce qu'on demande aux gens qui ont un handicap physique, c'est de prendre des photos qui illustrent ou représentent des aspects de leur vie sexuelle. Puis après ça, en groupe, avec d'autres personnes en situation de handicap physique, bien, on discute de ces photos-là, on les analyse ensemble. Puis le but, c'est vraiment de construire un peu des histoires ensemble sur, bien, tu sais, c'est quoi au final notre vécu sexuel, que les personnes ne soient pas isolées non plus. Pour moi, c'est important que la personne ne vienne pas juste me raconter l'histoire à moi, chercheur, puis elle repart, puis finalement, il n'y a rien qui a changé pour elle. Donc, d'être en groupe comme ça, de pouvoir échanger avec d'autres gens qui vivent des situations similaires, ça permet de créer aussi ce sentiment-là de collectivité, de peut-être se donner des trucs, de voir que comme on n'est pas tout seul, puis qu'on peut s'aider là-dedans aussi. Puis à la fin, ce qu'on fait, c'est qu'on collecte toutes les photos qui ont été prises avec toutes les histoires qui ont été partagées, puis on va monter une exposition numérique qui va être diffusée en ligne. Puis le but, c'est vraiment de montrer cette exposition-là aux professionnels de la santé, puis au public aussi, puis de faire, tu sais, regarde, là, voici les besoins sexuels de ces personnes-là, voici leur vécu, voici les choses qui fonctionnent aussi. C'est pas que tout noir, là. Il y a des très belles choses dans la sexualité QIP ou handicapée. Puis visibiliser, en fait, toutes ces réalités-là. Exactement. Puis c'est vraiment du par et pour. C'est vraiment notre représentation de nous, ce que nous, on veut mettre de l'avant, ce qu'on veut que les professionnels comprennent de notre réalité. Puis les services qu'on veut avoir aussi, au final, c'est vraiment de dégager c'est quel genre de services qu'on aimerait avoir. Puis, c'est ça, sensibiliser les gens face à ça. Il y a déjà un premier groupe qui vient d'être formé, qui a entamé le travail. Comment ça se passe jusqu'à maintenant? Oui, fait que je commence demain, ce premier groupe-là. Fait que j'ai vraiment hâte. C'est un groupe de 7 personnes avec handicap physique là, mixte, tout genre. Puis, fait que là, on est comme un peu en recrutement. On veut faire 2 autres groupes de personnes d'ici l'année prochaine pour avoir comme une bonne exposition bien fournie. Puis, en ce moment, on se rend compte que, alors que nous, on est super convaincus de notre mission, c'est pas si facile que ça, reach out aux gens. C'est pas si facile que ça d'amener les gens à parler de cette sexualité-là. Puis on se rend compte que, tu sais, nous, on est comme sans tabou, puis on est super convaincus, mais en fait, les tabous sont encore là. Puis même au sein de nos communautés de personnes en situation de handicap, il y a aussi ce tabou-là. Puis c'est pas tout le monde qui a fait le chemin de déstigmatiser sa propre sexualité, de l'accepter, etc. Fait que d'arriver avec un projet comme nous qui est hyper frontal, puis comme, ouais, on en parle sans tabou, tout va bien aller, on va faire une exposition avec ça, on se rend compte que c'est peut-être une approche un peu directe pour certaines personnes. Fait qu'on est en train d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut ajuster notre approche pour aller chercher des gens aussi qui n'ont peut-être pas encore fait tout ce chemin-là, mais qui en auraient quand même beaucoup à dire, là. Et il y a aussi certaines catégories de personnes. Je pense que les personnes plus jeunes, c'est plus difficile aussi. Oui, ben oui, en ce moment, on a surtout des personnes, je dirais 35 ans et plus. Puis ça nous a quand même surpris. On s'est dit, ah, c'est intéressant, pourquoi? Puis ben, on sait que, d'abord, on sait d'emblée que souvent la sexualité pour une personne en situation de handicap, puis surtout avec handicap physique, ça va souvent démarrer plus tard dans la vie. Donc, on est beaucoup plus à un démarrage vers la vingtaine, même vers 25 ans. Donc, c'est probablement une des raisons qui fait en sorte que les 18-25 ne sont pas du tout dans notre projet en ce moment. C'est peut-être pas quelque chose qui est encore dans leur radar ou sur leur carte, ou alors il ou elle aimerait, mais encore une fois, comme je disais, de venir en parler en groupe avec une photo, c'est peut-être un step un peu trop loin là, pour ces personnes-là. Fait que, ça, c'est une des raisons qu'on pense. Oui, puis aussi, tu me disais que dans le fond, ben, le fait de devoir en parler, en nommer, ça peut être une étape difficile. C'est pour faire une intersection avec les communautés LGBTQ+, il y a comme une forme de coming out aussi qui peut retarder le début de l'exploration de la vie sexuelle. Oui, ben tout à fait. Ben, le dating, c'est pas évident là, quand tu as un handicap, surtout un handicap visible. Donc, tu peux te faire poser des questions, tu peux te faire fétichiser, donc pas avoir l'attention que tu voulais avoir au final. Puis ça demande tout un processus j'ai envie de dire, de ownership, là, puis de confiance en soi-même. Puis ça demande de passer au travers de plein de questions du genre, ben là, je le dévoile-tu, mon handicap? Puis je le dévoile, si je le dévoile quand? Je le dévoile-tu sur l'app, sur ma photo, ou un coup que la personne est devant moi? Fait que c'est sûr que de passer au travers de tout ça, ça prend quand même du temps, là, comme je disais tantôt. Fait que je pense que c'est normal aussi que peut-être que c'est des personnes plus âgées, passées la trentaine, qui ont peut-être passé au travers de ces expériences-là, puis qui sont capables d'avoir un peu plus un pas de recul sur ce vécu-là, qui sont interpellés par le projet. Je terminerai sur un mot que tu as prononcé 2 fois, fétichisation. Oui. C'est un enjeu.
Ouais. Ouais. Ben ouais, ben il y a des gens pour qui c'est sexuellement très attrayant, le handicap. On pense entre autres au fauteuil roulant puis à l'amputation. Là, c'est deux exemples qui reviennent souvent. Puis qui vont objectifier la personne, en fait. Puis l'objectification, c'est vraiment de réduire quelqu'un à un objet, un intérêt sexuel, puis mettre de côté tous les autres aspects de sa personne, de sa personnalité puis de son humanité. Fait que c'est un enjeu que plusieurs personnes avec un handicap physique vont faire face là, à un moment donné ou à un autre, là, surtout avec les applications de dating. Puis, ben, c'est pas simple comme situation. C'est vraiment pas simple parce que d'un côté, il y a des gens qui, puis on le comprend très bien, là, qui veulent vraiment pas avoir ce type d'attention-là, qui veulent pas être objectifiés dans leur relation, ni dans leur dating, ni dans leur vie sexuelle. Mais il y a pour d'autres gens pour qui il y a une certaine validation qui va venir de cet échange-là aussi. Puis il y a un certain qui peut vraiment venir aider au sentiment de désirabilité aussi. Puis ça, on le voit, il y a des personnes qui rapportent des témoignages, qui disent c'est un peu la première fois qu'on me désirait sexuellement à ce point-là. Puis j'avoue que c'était pas désagréable non plus, tu sais. Puis ça, c'est un enjeu qu'on partage beaucoup aussi avec les communautés trans puis les communautés racisées. Puis c'est un peu le même type de discours puis de départage dans la communauté où d'un côté, tu as des gens qui sont vraiment non, il faut vraiment s'adresser à cet enjeu-là. Puis il y a d'autres personnes qui sont comme, ouais, mais c'est pas si simple que ça, tu sais, quand tu n'as pas eu le temps d'accéder à ces expériences sexualisantes-là, puis d'avoir l'opportunité de sexualiser ton corps, ta vie, ton érotisme et tout ça, c'est peut-être pas quelque chose à mettre de côté nécessairement. Moi, je pense qu'il y a des façons de faire là, qui sont plus éthiques, puis la négociation, entre autres, le consentement, je pense que c'est un truc primordial pour en profiter de manière saine et sans trauma, là, surtout. Là. Donc, ta recherche participative, ça s'appelle Sans tabou. Pour les personnes qui seraient intéressées à y participer, comment on vous contacte, l'équipe? Oui, donc vous pouvez nous retrouver sur Instagram avec le compte Accesscible. Donc, on a fait un petit jeu de mots. Donc, c'est ACCSEX SSIBLE. Puis là-dessus, vous allez voir, là, il y a comme un post avec toutes les informations sur le projet. Mais sinon, vous pouvez tout simplement m'écrire un courriel là, à gay.galant. Non, c'est gay-galant.kcb@ucam.ca. Mais je pense que le courriel, il va être avec les notes. Et je vais mettre un lien dans l'infolettre aussi qu'on va envoyer après l'émission. Cassiopeia Artémis, gay, étudiant au doctorat en sexologie. Merci beaucoup de ta présence et bon succès dans ta recherche. Merci, ça m'a fait plaisir. Bien, on poursuit dans la même thématique, en fait, parler d'accessibilité, d'inclusion. On va parler d'un spectacle qui s'en vient bientôt au Montréal Art interculturel, le mai. Il s'agit du spectacle Dragcessible, présenté les 17 et 18 octobre prochains. La soirée sera co-animée par la drag queen Ouma Gad, qui est avec nous ce soir. Bonsoir, Ouma. Salut, salut. Et il va y avoir aussi sur scène, dans la distribution, le drag king Willie Hot, qui fait partie du spectacle. Donc, bonsoir, Willie. Bonsoir. On va juste approcher le micro pour qu'on entende bien. On va faire des petits ajustements. Non, pas besoin de t'avancer, je vais l'approcher. Pour une fois, on a besoin que les drags soient entendus, pas juste beaux, belles et incroyables de d'autres manières. Alors, bienvenue à vous deux. Je commencerai d'abord par Ouma. Est-ce que tu peux te décrire physiquement et nous partager tes pronoms? Oui, alors, je suis une personne blanche avec la tête rasée, des lunettes rondes et gigantesques et un complet magenta-violet avec une camisole orange. Oui, je pense sur les barniques, là, tu l'emportes. C'était Joël, là? Non, c'était qui avait des barniques tantôt, là? Ah, c'est... oh, mon Dieu, ça vient juste. Oui, tu remportes la bataille, surtout les montures, là. C'est très... ouais. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi faire partie des communautés LGBTQ+? Oh oui, j'ai oublié de dire. Oui, ce soir, je ne suis pas en drague, mais je suis quand même là en tant que Ouma, alors mes pronoms sont elle, she, her. Alors, faire partie du communauté queer, je dis toujours que si c'était pas pour la communauté queer, la culture queer, j'aurais pas de culture du tout. Alors, c'est là que j'ai trouvé mon rythme, littéralement et autrement aussi. Je pense à toi, Willie Hot. Est-ce que tu peux te décrire et nous partager tes pronoms? Oui, donc moi, je suis une personne blanche avec un mohawk, la tête rasée, dans le fond, fait que le mohawk est vert.
Finalement, moi, j'aime le vert. Fait que j'ai un T-shirt vert, j'ai une veste noire et verte. Puis, je suis habillée en noir. Sinon, mes pantalons, c'est noir aussi. Puis, mes pronoms. Il, I, quand je suis en drague. Puis, si jamais vous croisez mon alter ego dans la rue, qui me ressemble quand même beaucoup, ça va être... Son prénom, c'est Alex. Puis, ses pronoms, c'est ILD. Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi faire partie des communautés LGBTQ+. Pour moi, c'est... tu sais, moi, j'ai toujours fait partie d'une communauté marginalisée, soit l'handicap physique qui est visible. Là. Je veux dire, il y a personne qui se promène... En tout cas, moi, je vois pas beaucoup de personnes qui se promènent avec 4 roues puis 2 pieds. Moi, je le fais, là, mais après ça, si vous êtes pas aussi cool que moi... Puis, ben, en fait, la communauté LGBTQ, je suis arrivée un peu, genre, dans ma début vingtaine, là. Fait que moi, avant ça, j'étais quelqu'un de région qui connaît pas grand-chose, qui sait même pas c'est quoi le village. J'en entends parler, mais je sais pas. Puis, on dirait que de venir dans le village puis de me faire des amis de cette communauté-là m'a comme amené une espèce d'une autre... de valider, en fait, la personne que j'étais au-delà de la personne qui se promène en marchette. Ça m'a vraiment permis de me découvrir, moi, en tant qu'être humain, plus que je me suis plus reconnue dans la communauté queer que la communauté handicapée. Donc, j'ai comme adopté, on dirait, cette identité-là. Puis j'ai fait « Ah oui, puis by the way, je suis aussi handicapée. » Tu sais, c'est comme devenu comme mon identité première. Puis après, ben, je trouvais ça juste cool de dire je coche 2 cases en même temps, tu sais, au niveau des marginalités, là. Donc, c'est ça. Et puis, quand est-ce que tu es arrivé dans le drag? C'est quand même assez récemment, là. Oui, je suis arrivée dans le drag en mai 2024, après avoir fait une formation avec Hervé Métal en avril. Puis, depuis que j'ai commencé, je vous dirais que ça m'étonne à quel point c'est allé vite quand même. Je veux dire, j'ai commencé le drag en mai, puis je veux dire, 1 mois plus tard, j'avais une autre performance qui était Les drags te font signe et qui était animée par Barbada. Alors quand même, je me sentais cool. Tu sais, me faire présenter par Barbada à ma deuxième performance, je me sentais vraiment cool. Puis après ça a été un feu roulant. Là, j'ai cherché des endroits où performer, puis voilà. Puis là, ça va être... Le cabaret Drag Accessible va être la 6e et la 7e performance que je vais avoir donnée, en fait, en tant que drag. 1 fois par mois, c'est quand même un bon rythme, là, en commençant. Uma, toi, ça fait pas mal plus longtemps. Oui, bientôt, au mois de novembre, je vais fêter mes 10 ans de carrière. Bon anniversaire à l'avance. Merci. Et puis, comment t'es arrivé, toi, dans le monde du drag? Originalement, j'avais aucun intérêt en drag. 0. Dans ma vie, ma rêve était d'être danseur. Tu sais, d'être backup dancer pour Britney Spears, c'était vraiment ça mon but. Mais finalement, alors j'ai dansé pour un imitateur célébrité et quand j'ai arrêté de faire ça, j'ai décidé, oh, ben, je vais essayer le théâtre. Alors j'ai fait une représentation de Rocky Horror, celui où est-ce qu'on chante live. Il n'y a pas de film derrière nous. Quand je dis chante, je mets ça en guillemets. J'ai parlé au-dessus de la musique. C'était moi, Rocky, qui était un peu étonnant. Puis là, une drag queen faisait Frankenfurter. Et c'est elle qui m'a convaincu après d'essayer la drague. Puis comme j'ai dit, j'avais aucun intérêt, mais elle me dit, on va faire ça dans le festival de Fringe. C'est un festival de théâtre. Alors, c'est pas juste de faire n'importe quoi sur scène, c'est une pièce de théâtre. Et après les 9 jours, tu peux arrêter. Et j'ai dit, parfait. Après les 9 jours, je vais arrêter. Ça fait 10 ans, j'ai pas encore arrêté. Comment tu décrirais le style d'Oumagad? Oumagad, je suis la tante non officielle préférée de tout le monde. Alors, je suis une vieille madame dans mon cœur et mon but, c'est vraiment de rendre tous les espaces où est-ce que je me trouve, je veux que ça soit confortable et accueillant pour tout le monde. Comment t'en es arrivé à trouver ton identité au fil de tes performances? Ça a vraiment commencé avec la voix. En drague, j'ai une voix que je mets. So, c'était un peu comme ça. Je veux que tout le monde... in English, I sound like I come from, the Midwest. And c'est vraiment là que ça a commencé. J'ai dit que je veux que ça soit comme...
I don't know, a big hug. Mon maquillage est très rond, mes styles sont très rétro, puis je fais beaucoup de comédie et je veux que ça soit comme un câlin pour tout le monde. Willie Hott, toi, tu es encore en train de bâtir ta personnalité. Mais comment tu décrirais Willie Hott? Willie Hott, c'est comme un... C'est un tough, mais en fait, c'est un doux qui va avoir de l'air tough. C'est vraiment ça. Il essaye, là, il essaye bien fort, puis finalement, ça finit toujours que l'amour est son point faible. Donc, il se cherche toujours une flamme, toujours. Puis il finit tout le temps par s'adoucir. Fait qu'il commence tout le temps en lion, puis il finit en mouton. Voilà. Qu'est-ce que ça t'apporte, le drag? C'est tout nouveau. Qu'est-ce que tu y as trouvé? Moi, il faut dire, là, j'aurais pu le dire à ta question précédente, mais moi, je viens du drag parce que mon alter ego est allé voir un show de théâtre qui s'appelle Roquebière le documentaire, donc de votre collègue, finalement, à tous, Roquebière. Puis, il a fait qu'il l'a vu rentrer sur scène avec sa moto, puis ça a été comme un déclic de « je veux faire ça dans la vie avec ma marchette ». Tu sais, c'était comme... c'était vraiment ça. Puis après, avec la formation que Hervé Métal a donnée, j'ai comme fait « là, Hervé, moi, mon mandat, c'est de montrer aux gens que l'handicap peut être séduisant. » Fait que là, j'ai dit « tu vas me coacher pour que vraiment j'ai de l'air de me la penser vraiment cool puis que je sois beau. » Ben, en fait, que je sois hot. Fait que c'est... De là est venu le nom, finalement, parce que j'avais des roues, puis j'étais comme, qu'est-ce qui pourrait marcher? Puis Willie est comme arrivé, c'est ça, dans l'équation. Mais, fait que c'est ça. Fait que moi, avec tout ça, je me suis dit, le drag, j'aime ça. Ça serait le fun qu'il y ait des scènes qui soient plus accessibles. Puis je trouvais que le drag m'amenait vers des scènes qui, normalement, possiblement, tu sais, comme aujourd'hui, on est sur une scène qui, en ce moment, n'est pas accessible parce qu'on ne pense pas nécessairement à ce que des gens handicapés physiques vont aller dans des bars, vont sortir. Donc, si on ne pense pas ça pour le public, je me dis pour les artistes qui voudraient performer, tu sais, c'est comme, on est à des années-lumière de ça. Donc, le drag en fait, mon drag, je voulais l'amener là. Je voulais me trouver ça a été mon moyen de rentrer dans les bars puis de faire comme... Moi, si je veux aller sur la scène maintenant, je fais comment? Puis, visiblement, il n'y a rien à faire en ce moment parce qu'il n'y a rien en branle. Je pense qu'il y a une volonté, mais c'est ça. Je voulais comme enclencher le processus de si tu vas avoir Willie, il ne peut pas venir sans Willa. Fait qu'il va falloir que tu y fasses de la place, tu sais. Fait que voilà. Et justement, tu en as fait des spectacles dans les derniers mois. À quoi tu as été confronté? Mais, tu sais, je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui ont déjà été au Mado, mais vous savez, la salle au Mado, elle est particulièrement haute. Si elle est haute pour le public, imaginez en arrière le nombre de marches qu'il faut monter pour se rendre sur la scène. Oui, Donc, les loges sont dans le sous-sol pour les artistes. Alors, Et il n'y a pas d'ascenseur. Non. On aimerait bien ça. Même juste en talons hauts, ça nous aiderait d'avoir un ascenseur, mais pour Willie, c'est très important, puis non, on l'a pas. Ouais. Fait que, voilà, fait que, tu sais, généralement, c'est des marches auxquelles je suis confrontée, mais tu sais, justement, tu sais, le nombre de marches va changer la donne. Par exemple, je donne pour moi, puis là, je parle vraiment pour moi, mais moi, je suis capable de lever un peu ma marchette, finalement, pour aller sur une scène. Donc, une scène comme le cocktail, les loges sont pas accessibles. Fait que, tu sais, il fallait que j'arrive déjà préparée, mais la scène, malgré tout, tu sais, c'est quand même, ça se fait. Il y a une marche, là, tu sais, c'est la scène, je mettais mes roues, puis j'étais rendue sur la scène. Mais c'est ça, c'est là où... Tu sais, là, on pense à la scène qui n'est pas accessible, mais je me dis, OK, maintenant, tes loges le sont-tu? Souvent, la réponse est non. Fait que, tu sais, c'est là où il y a encore du chemin à faire. Tu sais, c'est soit ta scène, soit tes loges qui ne sont pas accessibles. J'ai hâte qu'il y ait les deux, tu sais. Oui, puis Ouma, tu viens de le dire, ça bénéficierait à tout le monde, là. Oh, absolument.
Montréal, on est une ville qui est très vieille. Alors, les édifices, il y en a qui sont très neufs, qui sont hot, qui ont de l'espace pour tout le monde. Puis il y en a où est-ce que, surtout des personnes queer, où est-ce qu'on essaie de trouver un trou dans le mur, où est-ce qu'on peut performer. C'est des édifices où est-ce que c'est comme... Non, il n'y a aucune étape d'accessibilité qui était faite. Alors, ça aiderait tout le monde. Nous, on performait souvent au Diving Bell. Même pour nous, juste en amenant nos valises de drague, ces escaliers, c'est au 3e étage, c'était difficile, c'était fatigant dans tous les sens et vraiment, c'était dangereux pour n'importe qui. Alors, ces étapes qu'on pourrait prendre pour améliorer l'accessibilité pour les gens qui ont plus besoin, bien, ça nous aiderait tous. Et le spectacle que tu vas co-animer les 17 et 18 octobre, ça s'appelle Draccessible, présenté au Montréal Art interculturel. Comment c'est arrivé sur ton chemin? Bien, le May a fait plusieurs spectacles de drague dans les dernières années. Et notre amie Bijouria, une artiste de drague qui chante live, qui fait son propre musique. Notre invité la semaine prochaine, en passant. Oh, alors je ne vais pas trop dire. Non, revenez la semaine prochaine. C'est un teaser, vas-y, garde-toi. C'est ça. Bien, elle a fait un spectacle, un one-woman show musical elle-même. Et puis, elle a fait un autre cabaret de drague pour les artistes de drague racisés qui ne sont pas assez bookés. Alors, c'est elle qui a dit, ben, si vous voulez continuer dans cette vague, je pense que le House of God, ma famille de drague, serait une bonne choix. Puis ils ont les contacts pour plusieurs styles d'artistes où est-ce qu'on pourrait rendre le monde de drague accessible de plusieurs manières. Parce que là, quelques années, j'ai fait un numéro dans le spectacle Majestix, qui est le plus gros spectacle de l'année pendant la fierté. J'ai fait un numéro avec Les dragues te font signe. Alors, j'avais déjà quelques contacts. On a dit, ben, on sait déjà, on peut commencer là. Et on a trouvé d'autres personnes. On a des artistes dans le spectacle qui sont autistes. On a des personnes qui ont des... excuse-moi, je cherche mes mots en français. We have an artist who's paraplegic. Oui, alors on a Willy qui est là avec sa marchette. Puis on a essayé aussi de trouver des artistes, encore des personnes racisées, des personnes qui ont des travails qui limitent ce qu'ils font le soir. T'sais, on voulait vraiment que ça soit accessible à le plus de monde possible. Et même là, ça n'est pas parfait, mais c'est vraiment un bon départ. Puis accessible, bon, oui, aux artistes, à l'équipe de production, mais au public aussi. Oui, exactement. Interprétation en langue des signes. On va avoir des interprètes langue des signes en ASL et LSQ pour les artistes et pour l'audience. On va avoir des ressources pour les personnes qui ont besoin d'un espace calme ou des fidget toys, des affaires comme ça. On essaye de le rendre accessible le plus possible, même niveau argent. Parce que, tu sais, d'aller dans un vrai théâtre, ça peut coûter beaucoup d'argent, mais on a dit, si on veut que ça soit accessible, il faut avoir un sliding scale. Alors, on a des billets à 15 $ puis on a des billets jusqu'à, je pense, 50 $. Alors, on a des choix encore. Et même le côté qu'on voulait aussi amener, c'est le fait que ça rende l'art des personnes marginalisées, ça rend leur art accessible au monde. Au grand public. Au grand public. Alors, ça n'est pas juste un spectacle pour les personnes sourdes et malentendantes ou en n'importe quoi. C'est vraiment, c'est pour tout le monde. C'est accessible de toute manière. Et toi, Willy, comment tu as vécu cet accompagnement-là que tu as reçu à la fois de House of God ou du May? Ben, moi... OK. Mais moi, j'ai été, tu sais, propulsée là-dedans. En fait, on m'a trouvé, là, quelque part. Il y a quelqu'un qui a entendu parler de moi, qui a parlé à quelqu'un, qui a parlé à Selma, qui a parlé à Ouma. En tout cas, je sais pas, là, mais ils ont fini par... les dragues, oui, hein? Puis c'est ça. Fait que dès le début, tu sais, dès la première rencontre avec Selma, j'étais comme hyper emballée. Puis je me disais, aïe, j'ai tellement de chance. Je viens de commencer la drague, puis je me ramasse déjà dans un théâtre. Tu sais, c'était comme, pour l'alter ego de Willy, c'était comme moi qui pensais jamais que j'allais signer un contrat de théâtre, tu sais, ou que ça allait prendre des années. Là, j'en ai signé un. Tu sais, fait que je me sentais vraiment cool. Mais j'ai dit, puis là, après, c'est enchaîné. Rencontre avec la personne au son, à l'éclairage. Tu sais, puis là, j'ai eu même des coachings avec Hervé Métal. Donc, j'ai retrouvé mon père drague pour le May, qui m'a comme donné des cues pour améliorer un numéro que j'avais déjà présenté, le numéro que j'avais présenté au Mado.
Donc, tout ça mis ensemble, puis le fait que seulement Ouma était là. Tu sais, je veux dire, Ouma, la dernière fois qu'on s'est vu, elle m'a genre donné un cours de maquillage en accéléré, genre pendant 45 minutes, que j'étais avec ma vraie mère. Puis ma mère a dit, mon Dieu, elle dit, c'était tellement intéressant, elle dit, il fallait qu'on parte, mais j'avais pas envie de partir, tu sais. Fait que voilà, tu sais, on dirait que j'ai vraiment ressenti l'espèce d'accueil d'humain et que malgré le fait que, ben malheureusement, la scène ne sera pas accessible pour le cabaret Drague accessible, malgré ça, j'ai senti une ouverture de faire « Hey, Willy, on ne pourra pas t'avoir ta rampe parce que les dimensions de l'espace nous le permettent pas. Mais, tu sais, si on peut... Toute l'aide dont tu as besoin, tu vas l'avoir. Fait que, tu sais, moi, juste de savoir que je ne serai pas laissée à moi-même, puis que même dans l'animation, ça peut être intégré parce que on le sait d'avance, on est préparé, on sait que ça va me prendre plus de temps. Tu sais, pour moi, c'est déjà un pas dans la bonne direction. C'est déjà, tu sais, on fait avec ce qu'on a. On ne peut pas changer les bâtiments qui ont été construits là beaucoup d'années. Mais, tu sais, si tu veux avoir une scène, nous, on est prêts à te la donner, tu sais. Fait que ça, je trouve ça vraiment, vraiment... C'est comme chapeau, là. Vous vous arrangez avec ce que vous avez. Tu nous as parlé de ton personnage, en fait, pas Oui. ton personnage de Willy Hott. Oui. Tu abordes les réalités des personnes avec un handicap physique, mais tu veux aussi en même temps t'assurer que dans tes numéros, tu ne mettes pas tout le monde dans le même panier. Ouais, comment tu navigues cette fine ligne-là? C'est ça. Moi, je suis pour l'avis que j'ai pas la science infuse, je suis pas la personne handicapée typique qui peut parler au nom de toutes les personnes qu'on juge handicapées dans la société. Donc, je m'arrange toujours pour que ça revienne à moi. Égoïstement, je parle juste de moi quand je donne des exemples. Puis, Un vrai artiste de drague, Oui, c'est ça. voilà. Voilà. Oui. Mais tu puises dans ton vécu, c'est ta source, oui, ton c'est alimentation. ma source, c'est mon... Tu sais, puis là, on parlait un peu d'accessibilité, mais tu sais, ma première performance de drague, il était supposé avoir une rampe. On m'avait promis une rampe. Finalement, arrive le jour du spectacle, pas de rampe. Il y avait eu comme un problème avec les gens qui avaient réservé la rampe et tout, puis elle n'est jamais arrivée. Et là, j'ai vu dans les yeux de mon père, Hervé Métal, faire comme « Ah, ben là! » Là, j'ai fait « Hervé, on se calme. » « Non, non, mais ça n'a pas de bon sens. » Puis là, j'ai dit « Hervé, j'ai une meilleure idée. On va l'utiliser à notre avantage. » Puis, c'est là que mon entrée, qui était supposée d'être moi qui rentre sur scène avec la rampe, est devenue moi qui se fait transporter par une gang de mécanos parce qu'on avait trouvé des soudes de mécaniciens. Puis ils m'avaient tous transporté sur la scène. Fait que j'ai jamais eu une entrée sur scène aussi spectaculaire. Et c'est parce qu'on a transformé un obstacle d'accessibilité en quelque chose de vraiment cool. Fait que tu sais, c'est là où je me dis, la place n'est pas accessible, c'est pas grave, dis-moi-les, puis on va trouver comme un arrangement, tu sais, un peu comme ce soir, c'était le cas aussi. Mais ça t'a pas empêché de dire, Willy, moi, je veux t'avoir sur tous, j'aimerais ça t'interroger. On a trouvé une solution, tu sais. Toi, Ouma, quand tu entends ça, comment tu reçois ça? Bien, tu sais, de notre côté, comme quelqu'un qui est impliqué dans la production du spectacle, c'est... je me sens un peu gênée du fait que, oui, à cause de l'espace qu'on a, la scène n'est pas à 100% accessible. Je me sens très chanceuse que Willy était si flexible avec nous, puis on a trouvé des manières de amener tout ce qu'on voulait au spectacle. Mais c'est vraiment l'épreuve que si on n'a pas ces gens-là dans la salle avec nous, on va jamais arriver à un point où est-ce qu'on va dire automatiquement « Oh, quand on est en train de construire quelque chose, on a besoin d'accueillir ces gens-là avec mobilité réduite, avec des besoins spécialisés. » T'sais, si ces gens-là ne sont pas là dans nos espaces pour nous dire ce qu'ils ont besoin, on ne va jamais arriver à les donner ce qu'ils ont besoin. Alors, moi, j'essaie de penser que c'est un début et que la prochaine fois, on va être encore plus... on va dire, « Ah oui, on va trouver telle manière d'accueillir encore plus de monde. » Et c'est ça. Moi, je suis en train d'apprendre vraiment beaucoup, même dans juste le niveau de planification dans laquelle moi, je suis impliqué.
tout le monde qui me connaît sait que moi, je suis là pour être belle, pas pour être organisateur. Oui, Et même là, j'apprends beaucoup. tu m'as dit, c'est pas toi qui gères les courriels. C'est ça, exactement. Donc, ça montre effectivement qu'il y a des processus à changer, que ça prend du temps, que ça va se faire progressivement. Le spectacle Drag accessible contribue à ça. Ce sont les 17 et 18 octobre au Montréal Art interculturel. Bon show. Merci. Éclatez-vous et merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir ici au Balado ce soir avec nous. Un grand plaisir. Merci. Oui, vraiment. Mes remerciements cette semaine, nos invités, Freya, enseignante en philosophie au Cégep. L'agenda féministe 2025 est en vente. C'est publié par les éditions du Remis-Ménage. Notre humoriste invité de la semaine, Joël Prudhomme. Bonne randonnée. L'automne n'est pas fini. La journaliste Laetitia Arnaud-Sicari pour son reportage sur la communauté juive LGBTQ+. Merci également à Cassiope Artemis Gay. Son projet de recherche sur la sexualité des personnes avec un handicap physique sans tabou est en cours et si vous êtes intéressé à participer, vous pouvez le faire là, en contactant l'équipe en ligne. Les dragues Oh My God et Willy Hot, spectacle drag accessible les 17 et 18 octobre au Mai Montréal Art interculturel. Bon show. À la recherche cette semaine, Caroline Desmartins. À la technique, Chante Abralian. Nos interprètes en langue des signes, Catherine Langevin-Pépin et Geneviève Lucier. Et derrière le bar, Dominique Séguin. Merci à l'appui financier de la Caisse d'économie solidaire des Jardins à travers le Fonds d'aide au développement du milieu. On vous invite à venir nous voir si jamais vous êtes de la région de Montréal. Suivez-nous sur Patreon pour nous soutenir financièrement. Abonnez-vous à notre infolettre. Le formulaire est disponible sur notre site Internet, nos comptes TikTok, YouTube également. Et puis, bien voilà, ici Kim Roy-Grenier. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été avec nous et à la semaine prochaine. Merci de votre attention.